Merci beaucoup, Maître Contier. Donc, on passe directement la parole à Maître Mistre. Volontiers, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir avec vous. Pour Trial, on est très honoré de participer à cette discussion. Alors évidemment, Trial International a ce mandat bien particulier d'appliquer ou de faire appliquer la compétence universelle en initiant des dossiers, que ce soit en Suisse, en France, en Allemagne ou ailleurs en Europe. Et je crois que notre idée aujourd'hui, c'était de vous présenter d'abord un petit peu la genèse de cette compétence universelle qui vient d'être abordée par mon confrère avec l'affaire Pinochet. Et puis ensuite, aller un petit peu plus en détail sur certains aspects qui concernent la torture. Euh, je ne sais pas si j'aurai 15-20 minutes parce que j'ai dû préparer Oui, cette discussion oui, un petit peu rapidement, mais par contre, j'aurai oui, plaisir à vous répondre à avez 15 minutes, hein, vous avez 15 minutes, hein. je sais, mais je ne sais pas si je pourrais les remplir. Mais quoi qu'il en soit, j'ai plaisir à répondre à toute question qui surviendrait. Donc, en guise d'introduction, vous l'avez dit, Maître Kilani, vous avez parlé de ce principe de territorialité, qui est un petit peu un principe de base en droit pénal qui veut que le pays dans lequel des infractions ont été commises a la compétence et le devoir de poursuivre ces infractions. Et puis la compétence universelle, elle s'inscrit un petit peu en exception à ce principe, lorsque l'application du principe de territorialité n'est pas possible ou parce que l'État dans lequel les crimes ont été commis ne souhaite pas, n'a clairement aucune volonté de poursuivre ces crimes, lui-même les commet. Euh, la compétence universelle s'inscrit là et un petit peu aussi à l'entre-deux avec la compétence des institutions et des juridictions internationales qui, elles, vont être compétentes lorsque, justement ou notamment, les États ne poursuivent pas. Donc c'est un petit peu le cadre de base dans lequel s'inscrit cette compétence universelle. Et puis je voulais revenir alors deux mots sur sa genèse avec l'affaire Pinochet. Alors je ne reviens pas dans les détails qui ont été mentionnés précédemment, mais pour vous dire que cette affaire-là, à notre sens, a été un déclencheur de la compétence universelle qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est vraiment cette affaire qui vient envoyer un signal extrêmement fort à tous les dictateurs et à toutes les personnes responsables de crimes internationaux pour leur dire, regardez, peu importe où vous allez dans le monde, vous courez le risque d'être poursuivi. C'est ce qui est arrivé au général Pinochet, effectivement avec l'issue un petit peu malheureuse qu'on a connue puisqu'il s'est fait libérer. Mais c'est aussi cette affaire qui a donné l'impulsion à notre directeur que je représente aujourd'hui de créer Trial International, de cette organisation active spécialement sur la compétence universelle. Donc, l'affaire Pinochet, un moteur pour tout ce qui va suivre, notamment une observation intéressante qui se déroule dans les années 90 où plusieurs États décident, suite à la ratification par exemple, de la Convention contre la torture ou d'autres textes internationaux, décident d'adopter dans leur législation nationale une compétence universelle très très large. Je crois que certains l'appellent la compétence universelle absolue, qui n'impose aucun critère de rattachement avec l'état de poursuite. Les deux exemples les plus frappants, c'est ceux de l'Espagne et de la Belgique, sauf erreur, qui ont, dans les années 90, alors adopté une loi qui permettait, sans même la présence d'un suspect sur leur territoire, d'ouvrir des enquêtes. Et les juridictions ont été très vite submergées par des dossiers, des plaintes qui affluaient de tous les côtés concernant l'État d'Israël, les dirigeants israéliens, par exemple. Et ça a posé beaucoup de problèmes diplomatiques en tout cas, et puis simplement les juridictions étaient submergées par les dossiers. Ça a mené malheureusement
disons, un rétrécissement un petit peu à compliquer la compétence universelle par la suite, parce que ces États se sont aperçus justement qu'il fallait peut-être adopter certains critères, certains verrous à l'application de la compétence universelle qui ne pouvaient pas fonctionner de manière absolue. Et c'est comme ça qu'on a vu peu à peu des États, euh, par exemple, imposer la présence du suspect sur le territoire pour pouvoir initier une poursuite. Ça, c'est le cas en Suisse. Il faut la présence du suspect pour que le dossier puisse aller de l'avant devant les autorités pénales. Peut-être mes confrères français parleront davantage des critères qui doivent être réalisés pour que un dossier puisse avancer en France. Donc, je leur laisse là, je leur laisse ça, pardon. Mais voilà, donc on a vu fin des années 90, début des années 2000, je crois, cette compétence universelle se refermer un petit peu sur elle-même. Jusqu'à récemment, où on observe dans notre organisation un regain absolument extraordinaire de cette compétence. Euh, et on voit des pays comme la France, l'Allemagne, à notre sens, qui sont à la pointe de cette volonté de poursuivre. La Hollande aussi a fait beaucoup d'efforts, qui ont commencé à créer des unités spécialisées pour poursuivre les crimes internationaux, notamment les actes de torture. On a vu des procédures aboutir qui concernent la Syrie en Allemagne. Il y a beaucoup, beaucoup de procédures en cours en France. La Suisse n'est pas non plus en reste. Et puis, on a surtout vu justement des unités au sein de ces pays se créer, composées d'experts en droit international pénal, composées d'experts en enquête, qui sont affectés à l'enquête, aux investigations sur ces crimes. Donc, c'est quelque chose qu'on a vu se développer ces dernières années, et c'est très impressionnant de voir ça, de voir cette volonté politique enfin transformée en acte juridique, judiciaire et en procès. On pourrait vous donner des exemples justement de Syriens condamnés en Allemagne. Il y a beaucoup d'engouement qui a été observé au moment de l'éclatement du conflit russo-ukrainien, où là les États, par exemple la Suisse, a créé une task force spécialement dédiée à la poursuite des crimes internationaux. Euh, Cela étant, donc c'est un petit peu là où nous en sommes actuellement. Je vous ai beaucoup parlé d'Europe, mais je voulais quand même insister sur le fait que le premier, sauf erreur, le premier dossier de compétence universelle qui aboutit à une condamnation a eu lieu, a été observé au Sénégal par la condamnation d'Hissène Habré, C'est abri. chef, voilà exactement, en chien tchadien condamné au Sénégal sur la base de la compétence universelle. Donc on doit ça évidemment au continent africain. Et on espère également que les pays africains continueront à mettre en pratique cet outil qui, à notre sens, est absolument clé si on veut combler l'impunité d'actes de torture et d'autres crimes contre l'humanité. Deux mots sur l'avenir peut-être de la compétence universelle qu'on est en train d'observer, hein. Vous avez vu comme nous probablement que voilà, les Américains imposent tout d'un coup des sanctions sur la Cour pénale internationale. Que va devenir cette justice internationale qui a dépensé beaucoup d'argent jusqu'à maintenant, a amené, il faut le dire malheureusement, assez peu de résultats. Donc qu'est-ce qui va advenir de cette justice internationale? Peut-être que les gens vont de plus en plus se porter vers la compétence universelle qui leur permet peut-être d'obtenir une justice plus rapidement, une justice plus juste, si j'ose dire. En tout cas, c'est ce qu'on espère, nous, c'est que vraiment les États continuent à développer leurs compétences universelles, continuent à combler les gaps procéduraux qui peuvent être observés. C'est tout le bien qu'on peut souhaiter à cette compétence universelle. Et évidemment, nous sommes tout à fait convaincus de l'importance et de l'utilité de cet outil. Euh, Puisque je crois qu'on a beaucoup de praticiens et praticiennes peut-être avec nous aujourd'hui, ça me semblait important peut-être de vous donner
quelques idées sur la manière dont on peut initier des procédures de compétences universelles. Alors, c'est une grande question parce que je l'ai déjà mentionné, donc chaque pays a ses conditions propres, mais je voulais peut-être attirer votre attention sur trois documents, trois bases de données qui pourraient vous être utiles, que je pourrais mettre dans le chat tout à l'heure. D'abord, alors notre organisation avec des partenaires a développé une carte interactive qui permet de voir euh, enfin, en fait, qui met en évidence tous les dossiers de compétences universelles qui sont en cours actuellement. On espère ne pas en avoir oublié. La recherche peut être faite par pays de poursuite ou par pays de commission. Donc, j'aurais plaisir à vous partager ça. Et pour les praticiens surtout, la Clooney Foundation for Justice a réalisé un gros travail qui s'appelle Justice Beyond Borders et qui recense en fait l'état de la loi de compétences universelles dans le monde, par pays. Donc ça, c'est fascinant. Vous verrez, c'est très bien fait. On peut cliquer sur la France et voir à quelles conditions la compétence universelle peut être activée. On peut faire cet exercice pour chaque pays du monde. Donc c'est assez fascinant. Et puis encore pour les praticiens, et j'espère que vous me pardonnerez de nous faire un petit peu de publicité, mais c'est quelque chose qui peut être assez utile peut-être pour tout le monde. Nous développons des manuels juridiques qui s'appellent des Law and Practice Briefings, qui sont établis par pays et qui expliquent de manière condensée alors comment initier une procédure, quelles conditions doivent être réalisées pour qu'une procédure aille de l'avant, quel est le soutien qui peut être apporté procéduralement à des victimes qui s'impliquent dans des dossiers en déposant des plaintes. Voilà, toutes sortes d'outils très pratiques, axés sur la pratique, pour vous aider peut-être à construire des dossiers. J'aimerais, puisque je suis avocat suisse, vous donner et revenir sur l'aspect torture maintenant, pour vous parler du cas de la Suisse, que je trouve personnellement assez particulier. On l'a dit en introduction et mon confrère l'a rappelé, la Convention contre la torture est ratifiée par 176 pays, je crois, vous aviez dit. Donc elle est largement reconnue par quasiment tous les États du monde. Et elle impose, et je crois qu'on ne l'a pas encore mentionné, alors elle impose évidemment de poursuivre les auteurs de ces crimes et de rendre justice aux victimes, mais elle impose aussi aux États qui la ratifient d'adopter des lois de compétences et des lois de fond dans leur droit interne pour réprimer cette infraction. Et je viens là sur le cas de la Suisse parce que c'est assez fascinant. La Suisse a ratifié la convention, je crois, en 86. Elle est entrée en vigueur en 87. Mais depuis lors, donc si je compte bien, on arrive bientôt à 40 ans après la ratification, toujours pas de disposition pénale qui réprime la torture dans le code pénal suisse. C'est un élément sur lequel notre organisation se bat depuis de nombreuses années. Pour nous, c'est une claire violation de la Suisse, par la Suisse, de ses obligations conventionnelles. On voit apparaître petit à petit une idée de combler cette lacune du côté du législateur, mais on est en Suisse, alors tout prend énormément de temps d'un point de vue, du point de vue du législateur, disons. Mais on espère qu'à terme, à court terme, on aura une disposition qui réprime cette infraction. Donc vous voyez comme voilà, tous les pays ont leurs propres difficultés et quand il s'agit de mettre en pratique cette convention contre la torture, ça peut être très très long et très compliqué. Cela dit, intéressant pour moi de vous mentionner qu'en Suisse, du fait de la ratification de la Convention, on peut trouver, peut-être on peut appeler ça une petite faille dans le système, et en fait déposer des plaintes pour des faits globalement constitutifs de torture, mais où l'on va appliquer
des dispositions pénales particulières. Je prends l'exemple, on sait que la torture, ça peut être des mauvais traitements, ça peut être des injures, ça peut être des violences contre l'intégrité sexuelle, ça peut être des menaces. Alors, au lieu de déposer une plainte pour torture en tant que telle, on va déposer plainte pour violence sexuelle, pour euh, lésions corporelles, pour euh, menaces, etc. Le tout formant la torture. Et pour ces actes-là, puisque chaque infraction existe dans le code pénal suisse, on peut initier des procédures. La Suisse contient, sur le plan procédural, le droit pénal suisse a une disposition qui oblige la Suisse à poursuivre les responsables, notamment de torture, justement parce que la Suisse a ratifié la Convention contre la torture. Le verrou ici, c'est ce qu'on appelle la double incrimination. Donc le droit impose euh, que les infractions qu'on dénonce soient également réprimées dans le pays de commission. C'est un verrou qui pose problème, mais en général, on s'aperçoit que justement, quand on parle de lésions corporelles, de menaces, de mise en danger de la vie d'autrui, c'est des infractions qui figurent quasiment dans tous les codes pénaux du monde. Donc la Suisse a la possibilité, la compétence de juger cette torture quand on prend l'état de fait en un bloc. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qu'on a apprécié faire dans le but de faire évoluer la loi. Et j'en viens à un cas pratique avant de terminer gentiment. Un cas pratique qui vous intéressera probablement, celui qui concerne le général Habib Ammar, qui était l'ancien ministre de l'Intérieur tunisien sous Ben Ali, qui a été dénoncé par notre organisation et c'était un des premiers cas qui a été porté en justice par Trial, je crois, en 2003, sauf erreur. Et là, j'aimerais vous raconter un petit peu comment tout ça s'est passé. Donc c'était notre directeur à l'époque qui reçoit un téléphone d'une personne qui se dit être victime de torture, avoir été victime de torture en Tunisie, et nous dit, j'ai vu Monsieur Amar à Genève. Et c'est cet élément, comme je le mentionnais, qui déclenche la compétence suisse. Alors on s'est empressé de vérifier la présence. Cette fille a été attestée simplement. On a pu de nos yeux voir Monsieur Habib Amar à Genève et très vite dénoncer ce personnage aux autorités suisses. Alors, c'est un cas emblématique pour Trial, puisque c'est un des premiers. Malheureusement, d'un point de vue juridique, il n'est pas allé très loin parce il a été bloqué par l'immunité dont bénéficiait M. Hamar. Mais par contre, on a vu que ça avait déclenché des réactions très intéressantes en Suisse. Il a été déclaré persona non grata sur le territoire genevois. Je crois qu'au final, il n'a plus pu voyager euh, hors de Tunisie. Donc, c'était là aussi les prémices des messages qu'on voulait porter aux personnes responsables de crimes internationaux, de torture, et notamment à ce monsieur tunisien, pour dire vous n'êtes pas bienvenu en Suisse, vous n'avez rien à y faire et vous n'y reviendrez pas. À ce sujet, alors j'ai vu que en travaillant à préparer cette discussion, j'ai vu que la plainte était en ligne. La plainte telle qu'on l'avait déposée à l'époque est en ligne. J'aurais plaisir aussi à vous la partager en commentaire. Je pense que c'est intéressant pour vous de voir. Et puis, je voulais terminer par un petit message un peu positif. Je crois que notre organisation, en tant que soutien aux victimes, enfin, on s'aperçoit quel bien, j'imagine comme Avocats sans frontières, quel soulagement on peut apporter à des victimes de torture. Donc je voulais insister sur le rôle très très important de la société civile au soutien des victimes, que ce soit en procédure, on peut être amené à combler des vides que les autorités ne proposent pas, par exemple du soutien psychologique ou une simple
un simple soutien logistique pour que les personnes puissent venir se déplacer et témoigner des atrocités qu'elles ont subies ou qu'elles ont vues. Donc voilà, la société civile a un rôle très très fort à jouer à mon avis, aussi sur l'aspect plaidoyer, dans le but de voir des réformes apparaître dans les systèmes juridiques, euh, avec, en ce qui nous concerne, mais je crois que c'est l'idée de tous les activistes, une idée de faire évoluer le droit au service des victimes. Et c'est ce rôle innovant qui nous intéresse beaucoup. On va réfléchir à toutes les stratégies juridiques possibles et judiciaires possibles pour arriver à nos fins, à ce que les victimes puissent obtenir justice et obtenir des réparations. Et puis, pour terminer, aussi, j'aimerais mettre en évidence l'importance entre les ONG à vocation plutôt internationale de collaborer avec les ONG locales qui connaissent leur contexte, qui ont des moyens d'identifier des victimes, qui ont des moyens de collecter des preuves idéalement. Donc cette collaboration est très très importante. Et je vous remercie. Je mettrai les liens dont j'ai parlé en commentaire et puis j'aurai plaisir à répondre à toutes questions.